le concept de bullshit job a été introduit par l'anthropologue David Graeber pour décrire certains emplois qu'il estime peu utiles. Par exemple, comme le précise Graeber, il y a les larbins, des postes qui existent surtout pour donner l'impression que quelqu'un d'autre est important. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Média dans votre émission Business, dédiée aux enjeux de l'entrepreneuriat, des entreprises et de l'économie. Chaque semaine, nous plongeons ensemble dans les stratégies gagnantes, les opportunités de marché et les innovations qui façonnent le monde des affaires. Dans Business, nous vous offrons des analyses concrètes et des exemples inspirants pour mieux comprendre les dynamiques du monde entrepreneurial et des entreprises, que vous soyez en quête de conseils pratiques ou simplement passionné par le domaine. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel pour tout entrepreneur ou dirigeant. Installez-vous bien, Business commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans Business, l'émission de médias où l'on explore les dynamiques du monde du travail et de l'entreprise. Aujourd'hui, nous abordons un sujet intrigant, les bullshit jobs. Peut-être avez-vous déjà entendu ce terme, ou même ressenti que certaines fonctions n'apportaient pas vraiment de valeur? Pour comprendre ce phénomène, j'ai le plaisir d'accueillir Adam, notre expert en stratégie d'entreprise. Merci d'être avec nous, Adam. Merci Léa. C'est un sujet fascinant qui touche au cœur des entreprises modernes et à leur organisation. Alors Adam, le concept de bullshit job a été introduit par l'anthropologue David Graeber pour décrire certains emplois qu'il estime peu utiles. Graeber a identifié plusieurs types de ces emplois que nous allons explorer ensemble. Par exemple, comme le précise Graeber, il y a les larbins, des postes qui existent surtout pour donner l'impression que quelqu'un d'autre est important. Comment expliquer ce type de poste dans les entreprises ? Ces postes, Léa, sont souvent créés pour renforcer l'image de l'entreprise ou celle d'un cadre, même s'ils n'apportent pas de vraie valeur ajoutée. En psychologie, on appelle ça la théorie de la signalisation sociale. Par exemple, avoir une réceptionniste dans une grande entreprise peut servir à donner une image de professionnalisme, même si l'utilité pratique de ce poste est parfois limitée. Intéressant. Passons aux porte-flingues, des postes souvent agressifs, comme ceux des télévendeurs qui poussent les gens à acheter des produits dont ils n'ont pas forcément besoin. Pourquoi de tels rôles existent-ils dans les entreprises ? Ces rôles peuvent générer ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est un concept qui décrit le malaise ressenti quand on est en contradiction avec ce qu'on fait. Dans des postes de vente agressive, comme le télémarketing, les employés doivent convaincre des clients de l'utilité de leurs produits, même quand ils n'y croient pas eux-mêmes. Pour supporter cette contradiction, ils finissent souvent par rationaliser leur travail, ce qui leur permet de continuer malgré l'inconfort. Passons maintenant aux ravaudeurs, des employés qui passent leur temps à corriger des erreurs d'organisation ou à faire des tâches répétitives qui pourraient être automatisées. Pourquoi ce type de poste est-il si courant, même dans des entreprises modernes ? Les ravaudeurs existent souvent parce que les entreprises préfèrent maintenir des habitudes au lieu de les optimiser. On parle ici de dysfonctionnements organisationnels. Plutôt que d'améliorer les processus de fond, certaines entreprises comblent les failles avec des postes de correction, ce qui crée des rôles répétitifs qui ne résolvent pas le problème en profondeur. Graeber aborde aussi l'impact mental de ces bullshit jobs. Beaucoup de gens dans ces postes finissent par ressentir ce qu'on appelle le burn-out, une perte de sens. Peux-tu nous en dire plus sur ce phénomène, Adam ? Bien sûr Léa. Le burn-out désigne cet état où une personne ne voit plus l'utilité de ce qu'elle fait. Même si le poste n'est pas difficile, le manque de sens mène à une perte de motivation. Les personnes finissent par se sentir épuisées, car elles passent leur journée à accomplir des tâches qu'elles considèrent comme inutiles. Est-ce comparable au sentiment des personnes dans des métiers essentiels, comme les agents de nettoyage ou les infirmières, même si ces métiers sont souvent dévalorisés ? Pas vraiment. Les personnes dans des métiers essentiels savent que leur travail est utile à la société, même s'il est peu valorisé. Elles ont une satisfaction intrinsèque, car elles voient l'impact direct de leur travail. Dans les bullshit jobs, les employés ressentent un vide, car ils ne perçoivent pas cette utilité, ce qui peut être très pesant. Graeber affirme que les bullshit jobs se sont multipliés après la Seconde Guerre mondiale, avec l'essor du secteur des services et la course au plein emploi. Mais pourquoi continue-t-on à créer des emplois que beaucoup trouvent inutiles ? Une des raisons est ce qu'on appelle la théorie du plateau hiérarchique. Le plein emploi reste un objectif important, surtout dans les pays développés.
Certaines entreprises créent donc des niveaux hiérarchiques ou des rôles supplémentaires, même sans réelle utilité, pour maintenir les gens actifs et éviter des tensions sociales. On valorise l'emploi comme un pilier social et économique, même si cela conduit parfois à créer des postes sans valeur ajoutée. Graeber propose aussi de réduire le temps de travail, citant Keynes, qui pensait que l'on pourrait travailler seulement 15 heures par semaine. Aujourd'hui, pourtant, on reste autour de 35 à 40 heures. Pourquoi cette résistance ? Il y a ce qu'on appelle le paradigme du travail protestant, une idée qui valorise le travail comme preuve de moralité. Même si les technologies permettraient de réduire les heures de travail, il persiste l'idée que travailler moins serait mal vu. On valorise toujours l'idée que plus on travaille, plus on est sérieux, ce qui complique les réformes du temps de travail. Merci beaucoup Adam pour cet éclairage. Ce sujet des bullshit jobs pose des questions profondes sur notre rapport au travail et sur ce que les entreprises valorisent vraiment. Merci Léa, c'était un plaisir de partager ces réflexions. J'espère que cet échange apportera des perspectives nouvelles à ceux qui se questionnent sur le sens de leur travail. Chers auditeurs, avant de vous quitter, place à notre chronique Feedback où je vais échanger avec Atim, un simple citoyen, pour faire un bilan de notre discussion et réfléchir à des solutions possibles. Bienvenue dans Feedback. Atim, merci de nous rejoindre pour ce moment de réflexion. Merci Léa. Ce sujet des bullshit jobs est passionnant et soulève des questions sur la manière dont on perçoit la valeur du travail aujourd'hui. Alors, pour résumer, on a vu avec Adam que les bullshit jobs sont souvent des postes sans réelle utilité sociale. David Graeber les classe en plusieurs types, les larbins, qui existent pour valoriser d'autres personnes, les porte-flingues, qui vendent parfois de manière agressive des produits inutiles, et les travaudeurs, qui réparent des erreurs organisationnelles. Que penses-tu de tout ça ? Ce qui me frappe le plus, c'est la déconnexion entre la productivité d'un poste et sa signification réelle. Et puis, on voit que ça peut créer un vrai mal-être. J'ai des amis qui se demandent, eux aussi, si leur travail sert à quelque chose et qui finissent par en souffrir. C'est un problème de fond au niveau de notre société. Exactement. Et on a aussi abordé des explications possibles pour cette prolifération de bullshit jobs, comme le maintien du plein emploi et une valorisation excessive du travail, même quand il n'apporte pas grand-chose. Maintenant, selon toi, quelle solution pourrait rendre le travail plus utile et significatif ? Déjà, ce serait bien que les entreprises se demandent si chaque poste est vraiment utile, plutôt que de multiplier les niveaux hiérarchiques. Parce que le travail est le seul producteur de richesse, le seul producteur de valeur économique. Et donc, il y a forcément un lien entre le travail et le salaire. Alors, je me suis mal exprimé. À partir du moment où on fait de la redistribution, vous êtes bien d'accord avec moi qu'on peut toucher de l'argent, un revenu qui est détaché du travail. Qui est détaché de l'emploi. Et c'est ça qui est très important. Alors, excusez-moi, voilà, c'est ça parce que ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Le problème aujourd'hui du salaire, c'est qu'il est lié à l'emploi pour beaucoup de la population. Et si vous liez le salaire à l'emploi, alors c'est le chantage à l'emploi en permanence. On le connaît bien aujourd'hui. Monsieur Rouard prétend que Arnaud fait vivre des tas de gens, alors que c'est ces tas de gens qui le font vivre lui, et comment hein. Et le luxe français existe malgré lui, pas grâce à lui, bien sûr. Hein. Et si on lie le salaire à l'emploi, on donne tout le pouvoir aux propriétaires lucratifs. Et c'est pour cela que tout le mouvement syndical au cours du XXe siècle a été pour déconnecter le salaire de l'emploi et pour attacher le salaire à la personne. C'est nous qui produisons la valeur. C'est pas Arnaud ni Mittal, c'est nous qui produisons la valeur. Et tout le mouvement syndical, j'y reviens, au cours du XXe siècle, sa bagarre, ça a été pour dénouer le salaire de l'emploi, pour créer la fonction publique, par exemple, c'est-à-dire le salaire à vie. On n'est pas payé pour son poste, on est payé pour son grade. On passe un concours et on est payé pour son grade. On a un salaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage dans la fonction publique. C'est pour ça d'ailleurs que les réformateurs veulent l'y introduire, bien sûr. Il n'y a pas de chômage parce que ce n'est pas à l'emploi, au poste de travail qui est lié le salaire, mais à la personne. Et c'est un grand progrès que ce soit les personnes. C'est nous qui produisons, c'est nous qui devons être payés, pas notre emploi. Et j'ai pas d'emploi, je suis à poil. On pourrait aussi envisager d'optimiser les tâches répétitives avec des technologies pour libérer du temps pour des missions plus humaines et créatives.
Et pourquoi pas promouvoir le sens du travail, dès la création des postes? Peut-être aussi réduire les heures de travail pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, comme Draber le suggère. Tout à fait, Léa. Et puis, il faut encourager une culture d'entreprise où le bien-être et l'utilité de chaque poste priment sur la seule notion de statut. Je pense qu'en se concentrant sur la valeur et la contribution de chaque rôle, on peut éviter que les employés se retrouvent coincés dans des emplois dénués de sens. Et justement, dans ce cadre, l'intelligence artificielle pourrait jouer un rôle essentiel. Plutôt que de la voir comme une menace, on pourrait l'utiliser pour alléger les tâches répétitives et libérer les collaborateurs pour des missions à plus forte valeur ajoutée. Ce changement permettrait de redéfinir la productivité et l'organisation du travail de manière plus juste et plus humaine. Avec un marché de plus en plus mondialisé, le travail n'est plus limité aux frontières nationales, mais intégré dans une dynamique internationale. En s'adaptant à cette évolution, on pourrait donner un sens renouvelé aux emplois de demain. Merci à Tim pour ce feedback très inspirant. À bientôt pour une nouvelle analyse en profondeur. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Si cet échange vous a inspiré, abonnez-vous et partagez ce podcast. Business revient bientôt avec de nouvelles réflexions pour enrichir notre vision du monde du travail.